Alors bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial droit et sport. Cette séance s'inscrit dans la démarche d'Outsiders, la communauté du deux roues off-road qui vise à donner un maximum d'outils et de conseils à ceux qui souhaitent allier compétition, plaisir et sécurité. Donc, je rappelle qu'en plus de réaliser des tenues techniques, pour ceux qui le savent déjà, des tenues techniques et des tenues sportswear, Outsiders produit des articles, donc du contenu, des tutos et de la documentation, dont le guide du jeune compétiteur deux roues off-road, qui est sur le point de sortir et qui sera bientôt disponible en format papier et format téléchargeable. Outsider soutient aussi plusieurs teams, plusieurs équipes en enduro, en rallye et en MX, en cross, et est à l'origine du programme Outsiders Academy. La Outsiders Academy qui, pour sa 6e année, accompagne 5 jeunes pilotes français dans leur saison d'enduro avec le championnat de France Enduro Kid. Ces actions reçoivent depuis 2017 le soutien de la Mutuelle des motards et de Yamaha Racing. Merci à eux pour leur fidélité. Alors cette année, ce sont Charlène Boudon, Tom Smith, Léo Chola, Sean Binet et Paul Rebuchy qui ont rejoint l'aventure et qui assistent d'ailleurs avec leurs parents ce soir à cette séance. Bonsoir à vous cinq. Et il est avec nous aussi, il est avec nous, l'homme au parcours de roquette, le pilote, le champion de France, champion du monde, le team manager, fidèle ambassadeur de Yamaha, le pitbull à l'allure d'Épagneul, l'entrepreneur infatigable, le passeur de témoins, généreux partageur d'expériences, fondateur d'Outsiders, c'est Marc Bourgeois. Bonsoir Marc, on est ravi que tu sois avec nous. Mais Outsiders, c'est aussi et surtout une communauté de passionnés du deux roues qui grossit chaque année avec des pilotes, des mécaniciens, des kinés, des nutritionnistes, des préparateurs mentaux, des designers, des influenceurs et nous avons le plaisir d'en avoir un spécimen avec nous ce soir et même, je disais, une experte du droit, motarde également. Il s'agit d'Amandine Pasqualini, avocate au barreau de Toulon et premier avocat spécialisé en droit des sports mécaniques. Nous allons parler avec elle de sponsoring, de contrats, de points de vigilance et aussi bien sûr du phénomène des réseaux sociaux avec son cortège de mise en garde. Nous avons prévu en fin de webinaire une séance de questions-réponses de 15-30 minutes en fonction des demandes. Alors, je demanderai, et je le rappelle, aux participants de bien noter leurs questions et de me les envoyer par l'interface dédiée. Donc, je le rappelle, par le petit onglet Q et R. Alors, David vient de nous répondre. David qui nous a rejoint, il est en République démocratique du Congo, la ville de Lualaba. Bienvenue, bienvenue David, bienvenue à tous. Alors, Amandine, merci de ta présence. Bonsoir. Qu'est-ce que le droit, ça t'est venu comment et quel est le lien avec la moto? Alors, le droit, c'est venu comment? C'est venu, j'étais assez petite, on va dire, donc de façon assez caricaturale. Je pense que je regardais des émissions télévisées et des séries qui avaient des colorations un petit peu judiciaires. Et effectivement, j'étais un peu interpellée par ce rôle de l'avocat. Alors, généralement, c'est des séries américaines avec un rôle assez caricatural. Mais pour autant, j'aimais bien ce rôle un petit peu de défenseur, voilà, qui mettait un peu son savoir-faire et ses connaissances un peu au service des personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité de s'exprimer ou qui avaient peur de s'exprimer. Et c'est vrai que c'était un petit peu voilà, ce défenseur, ce barrage, ce dernier rempart un petit peu quand vous êtes acculé par différentes situations. Et ça, pour le coup, c'est assez réel puisque vraiment, c'est ce que j'apprécie dans le rôle d'avocat. Donc voilà, j'ai épousé cette profession avec grand plaisir, même si c'était peut-être une image déformée quand j'étais enfant. Une vraie vocation. Et la moto, alors, c'est arrivé tôt ou Alors, tu étais un petit c'est peu plus arrivé tard? sur le tard, c'est arrivé sur le tard parce que mes parents m'avaient donné une interdiction formelle de faire de la moto. Je peux comprendre mon père qui était pompier volontaire, donc forcément, il était assez réticent à la pratique de la moto. Pour autant, je suis tombée amoureuse de l'enduro en regardant un départ de rallye. C'était à l'époque le rallye Tunisie avec un prologue à Toulon. Et c'est vrai que ça a été voilà, une sorte de virus et j'ai bien compris en tout cas que ça allait être une passion qui n'allait plus me quitter. Et effectivement, des années plus tard, pour pas dire des décennies, je suis toujours passionnée de moto et je pratique toujours. Oui, c'est vrai qu'on rappelle quand même que tu as participé une ou plusieurs fois, je me souviens plus à l'endurose, mais que tu fais aussi du circuit, que tu fais aussi du trial. Donc, tu es vraiment sur le deux roues off-road. Je sais que tu fais aussi même de l'automobile, donc vraiment sport mécanique, tu sais de quoi tu parles. À peu près, voilà. Les clients vont vite, moi beaucoup moins. Mais en tout cas, je pratique toujours. Et comme tu dis, tu es là pour avertir un peu et pour accompagner tes clients pour faire en sorte qu'ils sachent où ils mettent leurs roues.
Exactement. Et je pense que voilà, ça fait partie un petit peu de notre métier. Et ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'effectivement, quand on est avocat, on est souvent sollicité pour des litiges, des problématiques. Ce qui est bien aussi, c'est d'anticiper, de faire du conseil. Et là, on est un peu dans cet esprit ce soir, c'est-à-dire de donner des clés, de donner des réflexes pour essayer justement d'éviter des situations problématiques et des difficultés liées en tout cas au contrat de sponsoring, qui pour moi peut-être est le contrat le plus fondamental ou celui qu'on rencontrera le plus quand on est un sportif, que ça soit dans la moto ou peu importe la discipline d'ailleurs. D'accord, bah justement, alors, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on on parle beaucoup de contrats, mais est-ce qu'on va revenir aux fondamentaux? Est-ce que tu peux nous définir, ce que c'est un contrat? Alors, je rappelle, simplement qu'autour de enfin, j'allais dire autour de la table, la vaste table numérique, qui est internet, il y a des avocats, des sportifs, des étudiants, des lauréats, enfin des jeunes sportifs aussi, des entraîneurs, préparatrices mentales, et donc il y a beaucoup de monde. Donc l'objectif, c'est quand même de vulgariser, d'élargir un maximum, de partir des fondamentaux et de partir et d'élargir ensuite sur des problématiques plus larges et puis pardon, derrière de préciser. Donc, qu'est-ce que c'est un contrat, Amandine? Alors, un contrat, c'est un acte juridique. Finalement, on en rencontre tous toute la journée, même des fois sans même s'en rendre compte. Quand on achète une baguette de pain, par exemple, on passe un contrat. Donc, c'est quelque chose qui nous entoure, qui fait partie de notre quotidien. Et pour autant, ce sont des actes qui, bien évidemment, des incidences financières ou des obligations peuvent rendre ces actes de plus en plus importants, avec des conséquences qui peuvent être de plus en plus lourdes. En tout cas, c'est un acte entre deux personnes ou même plusieurs qui crée des obligations à l'égard des deux parties. Donc évidemment, généralement, ces contrats, on les retrouve sous une forme écrite quand il y a des implications importantes. Et en tout cas, on a une très grande variété de contrats qui existent. On a ce qu'on appelle la catégorie des contrats spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ont des régimes prédéfinis par la loi. Et on a une petite particularité avec le contrat qui va nous intéresser ce soir, c'est le contrat de sponsoring, qui est un contrat qui n'est pas défini par la loi et qui peut être polyforme, c'est-à-dire qui peut, selon son contenu, être apprécié comme un contrat de prêt, un contrat de donation, un contrat de travail, un contrat de prestation de service. Donc ce contrat, il jouit à la fois d'une très grande liberté, mais il est aussi assez dangereux parce qu'il peut partir un peu dans toutes les directions. D'où l'importance d'apporter une attention rigoureuse à son contenu, à sa rédaction, à sa négociation aussi. Donc on va essayer de voir un petit peu ces étapes de création de ce contrat de sponsoring et ses contours pour un petit peu mieux le comprendre. Et comme tu le dis si bien, Rémi, effectivement, on a un public large. Donc, effectivement, pour mes confrères ou pour des personnes qui ont une formation de juriste, le contenu va vous sembler un petit peu moins pointu que sur un webinaire traditionnel vraiment dédié à la matière juridique, pour la simple et bonne raison que notre souci, c'est de rendre l'information accessible au plus grand nombre, y compris des personnes qui n'ont pas forcément une formation juridique. Et c'est peut-être même pour eux que c'est le plus important, parce qu'un juriste est aguerri, connaît déjà les bases du droit. Donc, évidemment, certains risquent d'être un peu déçus, puisque je manquerai certains détails, mais en tout cas, voilà, Rémi a ce regard aussi en tant que professionnel de la communication, qui est non juriste. Donc, on va essayer ensemble de faire un jeu de questions-réponses et d'essayer un petit peu de vous aiguiller et évidemment de rendre l'information la plus accessible. Je le répète, c'est vraiment notre objectif premier ce soir. Alors justement, Amandine, merci pour cette introduction. Donc tu disais au départ qu'un contrat, c'est entre 2 personnes. Alors on va rappeler aussi que des personnes, ça peut être des personnes physiques, mais ça peut être aussi des personnes morales et la plupart du temps, il me semble, hein, que les contrats, se font avec des personnes morales. Donc ça, est-ce que tu peux juste faire la distinction pour, les plus jeunes et pour ceux qui ne connaissent pas forcément grand-chose, en droit? Oui, alors effectivement, hein, pour nous, c'est acquis, hein, une personne morale, comme le disait un de mes professeurs de droit, c'est une personne dont vous ne serrez pas la main, que vous ne croiserez jamais dans la rue, mais par contre, ça lui arrive souvent de payer des notes au restaurant. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une entité juridique qui va abriter une activité. Alors, elle est représentée par une personne physique, c'est-à-dire un individu, vous et moi, mais par contre, la personnalité morale, ça va être une association ou une société, la plupart du temps, qui va donc avoir un enregistrement, une vie autonome, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, un représentant peut changer. Pour autant, la société, elle, continuera à exister. OK, très bien. Merci pour cette précision. Alors, parmi, donc on va s'intéresser à un contrat en particulier, qui est le contrat de sponsoring, hein, dont tu vas pouvoir faire la distinction. Mais est-ce que du coup, s'il y a le contrat de sponsoring, ça veut dire qu'il peut éventuellement y en avoir d'autres et particulièrement pour un sportif?
Oui, tout à fait. On a différentes formes de contrats hein, qui peuvent exister, même au sein d'ailleurs hein, d'un contrat de sponsoring, dans le sens où, selon son contenu, selon les obligations qui vont être à l'intérieur, on le verra un petit peu plus tard, même si l'intention des parties au début, c'est de dire on part dans une idée de parrainage ou de sponsoring, les deux appellations sont possibles, on peut dériver et partir vers un autre type de contrat. Un sportif individuel, donc c'est le sportif qui nous occupe, on ne va pas parler du sportif en sport collectif parce que lui, généralement, quand il évolue dans sa pratique, il est salarié d'un club. Donc, on est vraiment dans un modèle, entre guillemets, coucouné, où on va être pris en charge, on est dans du collectif, on est en centre de formation, on est au sein d'un club. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'avocat, c'est pour ça que je travaille dans les sports mécaniques, mais aussi dans beaucoup de sports individuels, c'est d'aider des sportifs qui n'ont justement pas forcément cet accompagnement, ce collectif autour d'eux, parce qu'ils se retrouvent bien souvent seuls à devoir répondre à ce type de problématiques. Donc effectivement, le contrat que le sportif individuel va retrouver le plus souvent, c'est le contrat de sponsoring, mais il peut aussi passer un contrat de prestation de service. Il peut aussi avoir un contrat de travail, hein, ça c'est pas incompatible. Simplement, ce contrat de travail, c'est celui, en tout cas dans la pratique, que l'on croise le moins ou que le sportif, en tout cas, aura le moins l'occasion de signer. Ok, alors donc ça c'est le plus souvent en contrat de sponsoring. Maintenant, parmi l'ensemble dans le monde du sport et donc des sports mécaniques que toi dans lequel tu officies, les, les contrats qui ont été les contrats qui ont été signés, enfin, qui sont contractés en ce moment avec les sportifs que tu suis, ils sont de quelle nature? Plus précisément, comme type de contrat de sponsoring, ça correspond à quoi? On est sur ce qu'on appelle le contrat de prestation de service qui porte aussi le nom de contrat d'entreprise. C'est-à-dire, on part du principe que le sportif, c'est un entrepreneur individuel qui va accomplir une mission à l'égard d'une personne morale. Alors, cette personne morale, elle peut avoir aussi différents rôles. Ça peut être aussi bien un organisateur d'événements, quand un athlète participe à un meeting d'athlétisme. Ça peut être un partenaire, un sponsor qui va lui allouer un financement ou de l'équipement. Donc voilà, on peut avoir différentes personnes comme ça auprès desquelles on peut accomplir une mission de travail, mais de façon indépendante. C'est-à-dire que le sportif va intervenir de façon autonome, en réalité, en tant que chef d'entreprise et accomplir une mission selon ses compétences, selon son expertise, mais sans avoir ce lien ténu qu'a un salarié avec un pouvoir de direction et de contrôle qui pourrait être effectué au travers de cette mission. Il est beaucoup plus indépendant, et d'ailleurs c'est le nom qui revient souvent quand on parle des personnes qui sont à leur compte, on les appelle les indépendants, et c'est un petit peu la qualification résiduelle, hein, c'est-à-dire que vraiment dans la grande majorité des cas, les sportifs que je rencontre dans les sports individuels, ils ont cette casquette de chef d'entreprise, d'indépendant, qui pourrait ressembler voilà, à un artisan. Alors, on a des artisans du droit, on a des artisans dans le monde du bâtiment et on a des artisans du sport aussi. Donc, le sportif est un peu dans cet esprit-là. D'accord. Alors, tu parles d'entrepreneurs. Moi, à ma connaissance, que j'ai vu beaucoup, alors je ne sais pas, par exemple, il y a Baptiste là qui est pilote quad, championnat de France des sables. Euh, et j'imagine, enfin, et moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est surtout des sportifs qui ont monté des associations. Oui. C'est-à-dire que ils sont. Alors, est-ce qu'on les considère quand même comme entrepreneurs? Et pour quelles raisons on les oriente souvent vers le principe de l'association? Et qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Quels sont les avantages, les inconvénients? Alors, c'est surtout qu'il y a une gradation, en fait. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est sportif, on ne démarre pas avec un statut de sportif professionnel, de sportif de haut niveau. Sans trahir un grand secret, Marc Bourgeois, quand il était plus jeune et qu'il était jeune pilote, euh, quand on démarre, et lui c'était le cas, et comme beaucoup de personnes, on n'a pas la prétention de vivre de son activité sportive. Pour autant, on a besoin d'avoir cette personne morale, cette entité qui va recueillir de l'argent, parce qu'on a des sponsors, parce qu'on peut avoir des aides, etc. Et on va centraliser ceci au travers de son association. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le souci, et on le sait, une association, on dit qu'elle est à but non lucratif. Donc le but, ce n'est pas de tirer des revenus de l'activité et des ressources de l'association. Simplement, c'est de centraliser et effectivement d'avoir un régime fiscal, et on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui soit avantageux. Et petit à petit, le sportif qui va scorer, qui va performer, qui va se développer dans sa carrière, va se professionnaliser. Et naturellement, ben, il va avoir aussi envie de vivre de son activité. Donc, il va sortir de ce format associatif pour soit passer en nom propre, monter une société,
selon voilà, les revenus, selon son déploiement. Et petit à petit, effectivement, il va se professionnaliser. Donc, au début, on a souvent ce réflexe, effectivement, de passer par une association. Aujourd'hui, j'accompagne plus des sportifs de haut niveau ou des sportifs professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment comme activité principale le sport. Mais il y a eu des phases intermédiaires parce qu'on ne devient pas sportif de haut niveau ou professionnel du jour au lendemain. Et évidemment, on est évolutif, c'est-à-dire que l'association, c'est une manière de démarrer, une manière de se structurer de façon intelligente. Et petit à petit, effectivement, si la carrière reprend un certain essor, on se professionnalise et naturellement, on a envie de tirer des revenus. Et là, on sort effectivement du schéma de l'association pour se professionnaliser au travers d'une société. D'accord, donc pour résumer, le sportif au départ, quand il commence, et de ce qu'on a, de l'expérience qu'on a pu voir, quand il commence au départ, il n'a pas forcément besoin de rémunération, on va dire en cash, il a besoin de pouvoir financer du matériel, donc en l'occurrence là sa moto, ses accessoires, ses tenues, etc. Donc là au départ, très simplement, il monte une association. Mhm. Cette association, c'est elle qui va récolter les dons ou en tout cas les financements Mhm. reçus par les partenaires, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir progresser. Tout à fait. Donc, est-ce que ça veut dire que le contrat, à cette étape-là, le contrat, il doit être signé, par exemple, entre une entreprise et l'association, ou le contrat, il est signé quand même entre l'entreprise et le sportif lui-même en son nom? Alors, s'il a monté cette association et qu'effectivement, l'objet de cette association, c'est d'abriter les activités du sportif, évidemment, cette association, qui est une personne morale, signera avec une autre personne morale. Donc ça, pas de difficulté là-dessus. Rien n'empêche le sportif de signer aussi en nom propre, c'est-à-dire sans le filtre d'une entité quelconque, et de pouvoir signer. Pour autant, en termes comptables, évidemment, si on réunit toutes ces billes, si je puis dire, au sein de l'association, eh bien, on va signer plutôt le contrat avec son association, puisque c'est elle qui va regrouper effectivement les ressources réunies. D'accord. Alors ça, c'est très bien. Du côté du sportif, je pense qu'on voit assez bien l'avantage qu'il y a à passer un contrat de sponsoring. Maintenant, alors donc avec une association ou enfin en passant par son association en nom propre ou en tant qu'entrepreneur avec une société. Maintenant pour l'entreprise alors j'aimerais bien voir des deux possibilités, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un en son nom propre qui finance ou qui parraine un sportif, ça peut être aussi une entreprise. Quels sont les avantages pour lui et qu'est-ce qu'il va chercher dans ce contrat? Ça va être quoi son intérêt à ce moment-là? Ben, ça, c'est un peu la définition. Alors, c'est vrai que la loi nous a pas vraiment aidé parce qu'elle n'a pas défini de façon fixe le contrat de sponsoring. Donc, c'est vrai qu'on a une grande liberté. Pour autant, on est tous à peu près d'accord sur le fait que le contrat de sponsoring, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de communication. C'est-à-dire que c'est une opération aux fins publicitaires, hors médias traditionnels, puisqu'habituellement, une entreprise qui veut faire de la publicité, elle va se payer un spot publicitaire, une présence sur Internet. Anciennement, c'était des annonces plutôt dans les journaux, dans un magazine spécialisé. Là, aujourd'hui, son porte-étendard, pour ainsi dire, ça va être un sportif. Pourquoi? Parce que ce sportif, il va représenter des valeurs, il va représenter une image. C'est le cas de l'Outsider Academy. Donc, quand on a un sponsor qui s'intéresse à ce pilote, ben, on sait qu'il va plutôt œuvrer dans des valeurs communes à l'ensemble de l'académie. Et évidemment, il va s'associer à cet effort, s'associer à ces valeurs et bien évidemment, on va vouloir, on va dire, faire une promotion autour de ça parce que aider et soutenir un sportif, c'est quand même très valorisant. Et encore tout récemment, on a quand même une très grande majorité de Français qui ont une image très positive du sponsoring sportif. Encore aujourd'hui, le sponsoring reste quand même une opération très intéressante et gagnante-gagnante, à la fois pour l'entreprise qui va créer des charges de communication, c'est-à-dire qu'elle va dépenser de l'argent intelligemment au travers d'un outil de communication, et le sportif, lui, va bénéficier d'un soutien matériel, financier, technique par le biais de cette entreprise qui va vouloir profiter aussi de sa participation à des compétitions. OK, merci. Alors on va essayer il y a un autre élément qu'on va essayer peut-être de vulgariser et c'est important, là, je parle pour les sportifs, mais aussi, pour les sportifs et pour les plus jeunes, pour leurs parents, parce que ça pour pouvoir, négocier un contrat, il faut être bien au courant des avantages que ça peut représenter pour celui qui va financer, pour pouvoir, essayer de le motiver et puis, savoir, ce qui le pousse à agir de cette façon-là. Je sais qu'on parle beaucoup de défiscalisation
Est-ce que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte? Parce qu'il y en a qui ont tendance à parler que de ça, qui ont l'impression que les entreprises finalement ne donnent de l'argent que pour défiscaliser. Alors, C'est pas toujours le cas et c'est même assez rare, mais qu'est-ce que tu en penses, Amandine? effectivement, c'est un vrai Et écueil. qu'est-ce que ça veut dire, pardon, et qu'est-ce que ça veut dire défiscaliser? Exactement. Alors, c'est effectivement un écueil et une question qui revient et c'est quelque chose sur lequel je me répète souvent. C'est qu'on voit beaucoup de sportifs individuels, je précise bien, dire: «Ah ben tiens, moi, je veux faire du mécénat». Je veux faire du mécénat, c'est-à-dire que l'entreprise qui va donner de l'argent, faire un don numéraire, va pouvoir obtenir un crédit d'impôt sur ce montant de différents pourcentages, selon que ça soit un particulier qui donne ou une entreprise. On va pouvoir défiscaliser, d'où cette expression. Tout le monde, ça a été un peu la ruée vers l'or, hein, cette méthode du mécénat. Par contre, peu de personnes comprennent le danger vraiment d'avoir recours au mécénat quand on n'est pas une association qui est d'intérêt général. C'est-à-dire qu'un sportif professionnel, un sportif individuel, une association qui n'abrite qu'un seul individu et donc évidemment qui va profiter à lui tout seul, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cercle restreint de personnes qui vont bénéficier de ce don de son mécène, malheureusement, ne rentre pas dans le cadre du mécénat. Alors, ce n'est pas parce que l'administration fiscale soit ne contrôle pas ou ne pose pas de questions au sujet de tel ou tel mécénat que ça veut dire, bon, bah nickel, je passe d'une année, d'une saison sur l'autre en utilisant du mécénat, que c'est une bonne chose, pour la simple et bonne raison qu'il y a des amendes qui peuvent être prononcées, il y a une requalification en sponsoring. Donc, le mécénat, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes l'utilisent ou voudraient l'utiliser. Pour autant, il y a très peu de personnes réellement éligibles à ce système-là. Pour ma part, je soutiens une œuvre caritative. Je peux faire du crédit d'impôt parce que je sais qu'on est sur un format d'association reconnu d'intérêt général. Donc ça, c'est un petit peu la coloration, comme certaines fondations et autres, qui peuvent permettre effectivement d'avoir recours au mécénat. Et évidemment, quand l'association reçoit et qu'elle est dans les clous, dans les critères d'éligibilité, elle remet un CERFA qui effectivement permet de défiscaliser. Pour autant, dans la très grande majorité des cas que je rencontre, le mécénat ne peut pas être mis en œuvre. Donc, on en entend beaucoup parler, beaucoup en retour. Vraiment, j'attire l'attention de tous sur ce système. Très peu de personnes peuvent prétendre au mécénat. Très bien. Merci. Bon, ça semble clair. Alors, je rappelle à tous ceux qui sont avec nous que si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser hein, sur grâce au petit module Q et R, questions et réponses. Comme ça, je les vois apparaître. Amandine aussi les voit apparaître et puis on peut en tenir compte. Alors, on a bien compris là maintenant ce que c'était un contrat, on a bien compris entre qui et qui, on a bien compris qui a intérêt à quoi. Maintenant, il me semble que pour un sportif, l'objectif, c'est d'essayer de récupérer un maximum, soit d'avantages. Alors, qu'est-ce qu'il peut d'ailleurs, tiens, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'il peut demander ou qu'est-ce qu'il peut espérer dans son contrat? Certes, il peut y avoir ce qu'on appelle du numéraire, du cash, c'est-à-dire vraiment de l'argent liquide, mais il peut aussi avoir peut-être des dotations. Qu'est-ce qu'il peut obtenir, lui, de son côté? Alors généralement, c'est pas de l'argent liquide parce qu'en termes de traçabilité, c'est toujours un peu gênant. Mais effectivement, Non, il quand je parle espère d'argent un liquide, ouais, ouais. soutien financier. Il espère effectivement un soutien financier. Pour autant, il est toujours intéressant de se tourner et d'aller voir un sponsor qui a la possibilité, par exemple, d'aider sur le plan matériel. Bien souvent, et on sait qu'il y a des sports qui sont onéreux, donc la moto en fait partie, l'automobile, la voile, ce sont des sports qui nécessitent des engins, des équipements qui coûtent beaucoup d'argent. Et effectivement, il est toujours plus intéressant peut-être de se faire prêter du matériel pour une saison, quitte à le restituer à la fin de l'année ou à le payer en fin d'année. En tout cas, ça peut être un bon moyen aussi de donner envie à un sponsor de vous aider. Parce que c'est toujours effectivement, on va dire, délicat, surtout quand on démarre sa carrière, de réclamer ou de moins de fixer un prix sur sa prestation, alors qu'effectivement, prêter une moto, récupérer un casque, récupérer des bottes, ça permet aussi d'avoir en tout cas de se constituer des aides dans sa carrière en donnant envie en tout cas à quelqu'un, ben, par exemple, voilà, quand c'est un fabricant de casque qui vous accompagne, effectivement, il a du stock, il a du matériel, donc c'est facile, entre guillemets, pour lui de vous débloquer de l'équipement. Et puis, derrière, évidemment, ça ne sera pas fait de façon désintéressée, vous serez en charge aussi d'accomplir certaines obligations pour remercier, pour ainsi dire, et en tout cas que le contrat soit équilibré entre ce que vous avez reçu et ce que vous allez donner.
Très bien, merci. Ah, j'ai Léo qui pose une question. Est-ce que, parce que il dit, c'est quoi un mécénat? C'est quoi le mécénat? Est-ce que tu peux essayer de le résumer? Voilà, à Léo qui est notre petit, le plus jeune des lauréats. Alors, un mécénat, qu'est-ce que c'est? Alors, on a un peu dans l'idée, le mécène, ça vient un peu du monde de l'art. Quand on parle d'un mécène, c'est quelqu'un qui aide de façon désintéressée en réalité. Alors aujourd'hui, on parle de la défiscalisation, mais c'est quelqu'un qui a envie en tout cas d'aider une œuvre, un artiste, un sportif, alors pas un sportif isolé, mais en tout cas un sport ou une entité ou une fondation sportive, et qui va le faire sans attendre un retour. Alors la loi prévoit ce qu'on appelle un crédit d'impôt, ce qui est un petit avantage, mais en tout cas, il n'aura pas ce retour d'image, cette publicité qui est prévue dans le sponsoring. Donc ça, c'est vraiment la grande distinction entre le mécénat et le sponsoring, c'est-à-dire que le sponsor, lui, va te donner une paire de bottes, un casque ou peut-être de l'argent, et il attendra quelque chose en retour. Le mécénat, justement, c'est un des critères principaux, c'est vraiment de ne pas attendre de retour, c'est le désintéressement dans sa démarche qui vraiment qualifie ce don en mécénat. Ok, merci. Donc l'objectif, c'est de trouver un maximum de mécènes, hein. Je pense que c'est les plus difficiles à trouver, mais en même temps, bon, ben voilà, les partenaires de type sponsoring, ça pousse aussi dans certaines directions, ça pousse à se dépasser, ça met aussi parfois des cadres, des obligations qui sont Et intéressantes. surtout, Donc, c'est ce qui est sur le plan légal le plus sécurisant. C'est vraiment, voilà, le mécénat, ça existe, c'est bien de le connaître. Pour autant, pour la plupart des personnes qui sont avec nous et effectivement pour les sportifs individuels, malheureusement, c'est un système qui existe, mais comme je vous dis, il y a très, très, très peu de personnes qui peuvent avoir recours au mécénat. Donc, c'est bien de savoir que ça existe, de le distinguer. Des personnes aussi, parce que souvent une entreprise peut dire ah, moi, le sponsoring, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est de la défiscalisation, c'est du crédit d'impôt. Et là, il faut être sûr de soi et dire, ben non, moi, c'est du sponsoring, je peux faire du retour d'image, mais par contre, mon association, elle n'est pas d'intérêt général, elle est d'intérêt particulier, puisque c'est pour m'aider dans ma carrière. Donc, voilà, il faut aussi savoir dire non si jamais une entreprise, et expliquer aussi que l'argent qui est donné au travers d'un sponsoring, ben, c'est une charge de communication, ça se comptabilise, c'est intéressant, c'est 60% aussi qui sont prévus. Donc, en termes comptables, ce n'est pas une opération blanche non plus pour l'entreprise, c'est intéressant, c'est juste un autre régime fiscal, un autre régime comptable. d'accord, très bien. Je propose qu'on passe maintenant, qu'on rentre un petit peu dans le détail et qu'on parle un peu des clauses, les différentes clauses qui sont les plus importantes, mais qui sont aussi nécessaires, enfin oui, nécessaires, obligatoires, pour en faire un bon contrat. J'aimerais bien qu'on les passe un peu en revue. Si tu veux bien, moi, j'ai sous les yeux un peu un résumé que tu avais fait, dans le cadre du guide à destination des jeunes compétiteurs off-road, de roues off-road qu'on est en train d'éditer. Et donc, tu avais fait un petit récapitulatif comme ça. En introduction, je vais les citer. Donc, tu parlais de l'identité des parties signataires, de l'objet et la nature du contrat, une durée, des conditions financières, les conditions matérielles, la clause de droit à l'image, le droit des assurances, la clause de comportement, la clause de maintien d'une forme physique, ça c'est des choses qui sont très importantes et dont on va parler évidemment, la clause de concurrence aussi, comment on se passe la résolution comment se passe la résolution d'un différent, oui, et puis comment ça se passe pour la rupture de contrat ou son renouvellement. Donc, commençons par le début ou commençons par toi, ce qui te semble le plus important, comment tu présenterais les choses dans ces clauses les plus importantes. Alors, avant d'en arriver justement à la rédaction du contrat, il y a une phase en tout cas qui est indispensable avant d'en arriver à vraiment trancher sur les clauses. Il y a cette phase de négociation. Oui, On appelle une phase pré-contractuelle. Donc, comme le nom l'indique, c'est avant le contrat qu'on se pose ce type de questions. Et effectivement, c'est une phase de discussion, tout simplement, où le sportif ou l'entreprise va présenter ses attentes, ce qu'il attend de cette opération, les contours. Et c'est là, effectivement, qu'on va essayer de mettre en commun, de créer une intention commune en disant, ben, effectivement, cette opération, elle nous plaît, voilà, et on a envie, en tout cas, de passer sur une phase contractuelle. Il y a une notion qui est importante aussi sur le plan juridique. Donc là, je fais une petite parenthèse technique. Cette phase de négociation, qu'on appelle aussi la phase de pourparler, peut faire l'objet aussi de ce qu'on appelle une rupture abusive. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire, alors il y a une liberté, c'est-à-dire que si effectivement on voit qu'il n'y a pas de corrélation avec les attentes des uns et des autres, ben effectivement on peut quitter la table, comme on dit. Pour autant, si on discute avec un pilote ou qu'on discute avec une entreprise pendant de longs mois,
Plus les mois passent et plus on va investir de l'argent, peut-être qu'on va faire des maquettes pour présenter comment on va présenter le logo de son sponsor, etc. En tout cas, ça va tenir à une certaine obligation de rompre convenablement ces discussions. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai motif, on va devoir s'expliquer, mais en tout cas, on ne va pas rompre de façon brutale ou injustifier ces discussions-là. Donc évidemment, ça, c'était la petite parenthèse technique, c'est-à-dire qu'on discute, mais on discute en toute loyauté, en toute bonne foi. Et bien évidemment, une fois qu'on tombe d'accord, on va tomber sur le contenu de son contrat et on a différents points importants. Alors, évidemment, la première chose que l'on voit dans un contrat, déjà, c'est un titre. Et il faut savoir que sur le plan juridique, le titre n'a pas vraiment une grande incidence. Les juges et les tribunaux ne sont pas liés, en tout cas, au titre qui est donné par les parties. Donc, on peut tout simplement appeler un contrat contrat, sans s'embêter à le qualifier de sponsoring ou de partenariat. C'est un indice, mais en tout cas, ça ne va pas être une gageure, en tout cas, de sécurité sur la nature du contrat qui sera lié entre les parties. Comme tu l'as dit, Rémi, il y a le deuxième point qu'on voit sur un contrat, c'est l'identification des parties. Il est très important, effectivement, d'identifier qui signe le contrat. Donc, ça fait écho un petit peu à ta question en disant, est-ce que si j'ai une association, je mets l'association, est-ce que je pars en nom propre, est-ce que je vais tirer des revenus ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je veux que mon association vive ou est-ce que, par exemple, à l'intérieur, je sais que financièrement, je vais pouvoir tirer un revenu du contrat? Dans ce cas-là, il faut se poser la bonne question. Si on est dans un but lucratif, on va plutôt identifier le sportif en tant que personne physique ou sa société, si vraiment on est vraiment sur le plein essor de son activité. Et en face, évidemment, on va identifier la société qui vient nous aider, nous parrainer. C'est important, pourquoi? Parce qu'on peut se rendre compte aussi qu'on discute avec des personnes qui n'ont pas réellement un pouvoir de décision au niveau du sponsoring. C'est pas grave en soi, ça peut être un commercial, ça peut être une personne qui a un poste plus ou moins important dans l'entreprise qui va vous aider. Pour autant, le contrat, lui, il doit identifier ce qu'on appelle le représentant légal, c'est-à-dire que la personne morale, elle est toujours représentée par une personne physique, et en tout cas, c'est elle qui signera le document. Donc, c'est à ce moment-là, au moment de l'identité des parties, qu'on va bien identifier en tout cas qui est qui dans ce contrat, pour la simple et bonne raison qu'en cas de difficulté, on a besoin d'une adresse pour envoyer un courrier, on a besoin de savoir à qui s'adresser et évidemment, un dirigeant de société aura du mal à feindre l'ignorance si son nom apparaît et qu'il a dûment signé le contrat. Son objet? Oui, alors on a son objet effectivement qui est important. Alors l'objet, c'est un petit peu le résumé dans lequel on va donner les grandes lignes de notre opération. C'est-à-dire, sans rentrer trop dans le détail, parce que ça c'est l'objet même du contrat, l'objet en tout cas qui va être décrit en tant que clause va permettre de dire le sportif s'engage à faire rayonner la marque, à assurer une certaine visibilité, à être présent sur des événements, etc. Et l'entreprise en face va s'engager à mettre à disposition du matériel. Alors, quel type de matériel? Une somme d'argent, etc., etc. Donc là, on va, entre guillemets, planter le décor et présenter l'opération globale avec les grandes lignes. Et évidemment, dans les clauses qui vont suivre, on va un petit peu plus détailler avec les engagements des uns et des autres. Et ce contrat doit avoir une durée. Exactement. Alors, les durées peuvent avoir deux formes, une durée indéterminée, ce qui est extrêmement rare en termes de sponsoring, ou une durée déterminée, ce qui est généralement dans 99% le cas. Cette durée, évidemment, elle est entièrement libre. Ça peut être évidemment pour un seul événement, parce que des fois, ça peut être un test aussi pour l'entreprise en disant, bah, tiens, moi, je ne te connais pas, je ne vais peut-être pas t'accompagner sur toute la saison. Par contre, voilà, j'ai envie de te donner ta chance, je vais t'accompagner sur un événement. La première course du championnat. Éventuellement, peut-être on accomplira un autre contrat et peut-être qu'on le renouvellera. Mais en tout cas, on est assez libre, entre guillemets, sur la manière dont on peut faire durer cette relation contractuelle. Donc, Donc, dans le par monde du exemple, sport, donc, par oui, exemple un sportif peut, sur une course ou sur un événement, ou même sur un événement privé auprès d'une mairie ou auprès d'un événement, je sais pas, culturel quelconque, se dire, bah, tiens, bah, moi, oui, je suis d'accord pour faire une démonstration, une, démon- exactement. une démonstration, par exemple, de trial, voilà, en l'échange de quoi, bah, je manque de matériel. Si vous pourriez me financer un vélo ou je sais pas, peu importe, voilà, c'est juste pour Exactement. ce petit moment-là, on met en place Exactement. on met en place un contrat, d'accord. Exactement. C'est tout à fait envisageable.
Très bien. Donc, on a parlé des conditions financières, des conditions matérielles aussi, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, faut expliquer ce qu'on va obtenir et ce qu'on doit obtenir de la part de l'entité, de la personne avec laquelle on contracte en tant que sportif. Et puis, il y a ce qu'on appelle la clause de droit à l'image. Alors, celle-là, elle est quand même assez technique, particulière. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas le juridique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors effectivement, hein, c'est assez vaste, hein, les clauses de droit à l'image, pour la simple et bonne raison qu'évidemment, le sportif, alors ça, Rémi l'explique très bien dans son module dédié à la communication, c'est que le sportif, ben, quand il devient sportif, qu'il devient vraiment à part entière, qui s'illustre et qu'il a une image médiatique au travers de sa pratique, il va devenir un personnage sportif. C'est-à-dire que la personne que vous êtes à la maison avec votre famille, vos amis, va être un peu déconnectée du personnage dans lequel vous allez vous présenter avec votre équipement, dans votre rôle de sportif et dans votre pratique. Donc, le droit à l'image, ça va permettre, parce que naturellement, si vous rayonnez lors d'une épreuve, le sponsor sera fier de votre performance, va vouloir revaloriser effectivement le prêt de matériel ou l'argent qu'il a pu mettre à votre disposition et va vouloir utiliser votre image à son compte, vous intégrer peut-être dans une publicité. C'est ce qu'on peut voir, hein, au travers de différents spots publicitaires, hein, notamment Martin Fourcade, pour ne pas le citer, Teddy Riner et autres. C'est-à-dire qu'il va vouloir profiter de votre notoriété, profiter de votre succès. Et dans ce cas-là, effectivement, il va devoir vous demander l'autorisation d'utiliser votre image et on va en établir les contours. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi de votre image. Elle devra peut-être aussi faire l'objet d'une certaine réglementation parce que utiliser l'image d'un sportif lors d'un événement, ben, sachez que votre image, elle appartient à l'organisateur de l'événement. Donc, il va peut-être falloir créer du contenu, créer une image et que l'entreprise dise, ben voilà, on va faire un shooting photo dans notre entreprise avec un storytelling très dédié pour justement pouvoir encadrer en tout cas légalement cette image. Mais en tout cas, le contrat, cette clause-là, elle doit être assez bien rédigée. On doit déterminer les supports qui vont être utilisés pour récupérer votre image et l'utiliser, une durée, une zone géographique et peut-être même un contexte historique. C'est-à-dire que là, pour nos pilotes de l'Outsider Academy, aujourd'hui, vous êtes pilote et effectivement, l'image, elle est naturellement utilisée, on va dire, au travers de l'académie parce que vous y participez et vous êtes vraiment des membres actifs. Pour autant, et c'est ce qu'on vous souhaite, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez peut-être des sportifs professionnels et on sera aussi ravis de dire, mais voilà, ce pilote, il est passé dans notre académie et on est ravis d'avoir pu l'accueillir et d'avoir apporté notre petite contribution sur le chemin de sa carrière. Donc, Alors, effectivement, le contexte historique, ça peut être aussi intéressant au moment de la rédaction de cette clause. alors justement, quand on demande d'exploiter l'image d'un sportif, ça aussi, ça a une durée. Mais donc, ça veut dire que pendant un an, par exemple, ou pendant la saison, on va pouvoir demander à utiliser l'image, enfin, ou en tout cas prendre des photos et les exploiter pendant l'année. Mais qu'est-ce qui se passe avec par exemple, si dans 2 ans, est-ce que je peux encore utiliser les photos qui ont été prises cette année? Que- comment ça se passe là-dessus? Comment c'est encadré ça? Alors, généralement, ce que prévoit quelqu'un qui aide voilà, une entreprise qui a parrainé en tout cas un sportif, effectivement, la clause qui revient le plus souvent, c'est la rétrospective. C'est-à-dire qu'à un moment, on va faire un rappel historique. Par exemple, une entreprise, généralement, quand elle fait du sponsoring, elle en fait très régulièrement et elle le fait dans différents formats. Il est possible qu'un jour, elle sorte un livre en disant, ben voilà, on a envie de retracer tous les sportifs qu'on a aidés, les investissements qu'on a réalisés au travers du sport, parce qu'aujourd'hui, on a aidé un tel, un tel, un tel. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire une rétrospective. C'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir ressortir du tiroir les images de son sponsoring de l'époque en faisant ce qu'on appelle un rappel historique, mais pour autant, il ne va pas pouvoir recréer une image nouvelle ou réapproprier l'image du sportif, réactualiser et qui est complètement décorrélée du contrat de l'époque. Par contre, il va pouvoir, voilà, en termes de rappel historique, en tout cas, ressortir une photo, et souvent, beaucoup le font d'ailleurs, hein, en disant, ben voilà, c'est notre anniversaire, ça fait voilà 50 ans qu'on aide les sportifs à travers telle ou telle discipline, et on fait un espèce voilà, de rappel. Alors, ça peut être un ouvrage, ça peut être un poster, ça peut être plein de choses. Généralement, par correction, on informe quand même le sportif, mais
si ça a été bien, en tout cas, rédigé dans le contrat, il n'y aura pas de difficulté à le faire plus tard, tant qu'on ne dénature pas et qu'on ne se réapproprie pas l'image en la réactualisant. C'est-à-dire qu'on réutilise vraiment le fruit du contrat qui était bien noué entre le sportif et l'entreprise. Très bien. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous, enfin, Outsiders soutient le team MJC hein, en MX2. Euh, donc, on peut utiliser au cours de l'année les images sur lesquelles on voit apparaître la marque Outsiders, notamment les tenues qu'on a conçues pour le team MJC. C'est-à-dire, cette année, on peut faire des publicités à partir avec leurs images, avec les pilotes. Mais l'année prochaine, si jamais le contrat n'est pas renouvelé, en tout cas si avec d'autres sportifs, c'est-à-dire que l'année prochaine, on pourra faire une publicité comment dire, globale, historique, en disant, voilà, Outsider, c'est une marque qui compte parce que regardez, on a aidé un tel, un tel, un tel. En revanche, on ne pourra pas isoler un des pilotes des années précédentes et pour Exactement. le faire figurer comme égérie, c'est ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dénaturer le contrat. On pourra faire un rappel historique, mais on ne va pas se réapproprier l'image. Ou pareil, on ne va pas aller récupérer l'image d'une compétition récente alors qu'il n'y a plus de lien, si ce n'est le passage à un moment, voilà, soit au sein de l'académie, soit au sein d'un sponsoring qui a été fait par Outsiders. Mais dans ce cas-là, voilà, il faudra quand même faire l'objet d'une certaine loyauté. Et après, il faudra quand même vérifier le contenu, voir un petit peu ce qui peut être fait. Mais en tout cas, les rappels historiques peuvent être vraiment prévus dans les contrats et ça pose généralement pas de difficulté pour que ça puisse permettre en tout cas une exploitation ultérieure, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans après. Il n'y aura pas de difficulté si ça a été bien rédigé. Très bien. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions sur le petit, grâce au petit onglet Q et R. On répondra à vos questions au fil de l'eau si ça correspond au sujet qu'on est en train de traiter en direct. Et sinon, on garde les réponses pour la fin. Il y a déjà 2 personnes qui ont posé des questions et qu'on traitera à la fin. Pour continuer sur les clauses les plus importantes, on va passer peut-être enfin, très, très rapidement sur le droit des assurances. Oui, alors effectivement, hein, généralement, on se pose la question de l'assurance. Ça a autant de sens pour l'entreprise que pour le sportif de haut niveau. Euh, et ça se déconnecte aussi un peu du contrat de sponsoring. Ça, c'est presque une mise en garde générale, d'ailleurs, hein, qui s'applique au monde du sport. Il est toujours intéressant, et surtout avant l'accident, de se poser les questions de son assurance. Qu'on soit, non, généralement, quand on est licencié et qu'effectivement, on a une pratique assidue dans sa discipline sportive, au moment de contracter sa licence et vraiment d'appartenir à une fédération, on a ce formulaire d'inscription qui prévoit plusieurs possibilités, plusieurs formules d'assurance, dommages, notamment dommages individuels, dommages corporels. Alors, les noms varient hein, d'une fédération à l'autre. Il faut vraiment s'interroger là-dessus parce qu'effectivement, ce n'est pas une fois, malheureusement, que l'accident est arrivé où on se dit, bah, tiens, si j'avais su 50, 100 ou 150 euros, bah, aujourd'hui, voilà, peut-être que je suis hospitalisée, peut-être que j'ai beaucoup de soins, peut-être que j'ai beaucoup de frais. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous poser les bonnes questions au niveau de l'assurance, soit à contracter au niveau de vos fédérations, au niveau d'une assurance privée aussi. Je pense à la mutuelle des motards ou à d'autres compagnies d'assurance, mais en tout cas, des compagnies qui comprennent ce que vous pratiquez et qui sont en mesure de vous couvrir convenablement en compétition. Donc évidemment, naturellement, on va dire que les partenaires assurance des fédérations permettent d'avoir des prix quand même assez concurrentiels pour la simple et bonne raison que la compagnie d'assurance d'une fédération fait l'objet d'une négociation de groupe. Donc évidemment, on a quand même des tarifs mutualisés, donc ça peut être intéressant. Mais en tout cas, généralement, on va, au travers du contrat de sponsoring, se poser aussi cette question, notamment au niveau du matériel. Quand on va utiliser une moto qui va nous être prêtée ou qui va nous être... Alors, quand elle est prêtée, effectivement, le propriétaire reste l'entreprise, vous êtes l'utilisateur, ben, quid de l'assurance? Qui assure ce véhicule? Il est volé, qui en est le responsable en cas de disparition? Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser et effectivement en disant, voilà, est-ce que le sponsor me dit, bah, écoutez, vous avez cette moto, mais c'est à vous de l'assurer, merci de m'envoyer la copie de l'assurance, ou est-ce que le sponsor se charge de vous la fournir? En tout cas, effectivement, toujours des questions à se poser avant que les accidents arrivent. Les assurances, c'est vraiment de l'anticipation pure. Donc, être vigilant sur ces points-là, c'est important. Et effectivement, que la société aussi, elle ait une assurance selon les activités qui peuvent être proposées. Je pense notamment au sponsor qui va vous demander de participer à des activités liées à son activité. Donc, ça peut être un salon professionnel auquel vous allez assister, ça peut être une démonstration de son travail lors d'un événement, etc., etc. Donc, c'est toujours intéressant de bien dire que chacun
à la couverture d'assurance qui est compatible avec l'objet du contrat et éventuellement de demander aussi le numéro de police de contrat, le numéro de la compagnie, parce que si on a besoin de mettre en œuvre l'assurance, eh ben, on sait déjà à qui s'adresser. Oui, parce que rappelons quand même, et ça, ce sera l'objet d'un autre webinaire hein, dédié aux problématiques liées aux assurances, hein, grâce à notre partenaire, la Mutuelle des motards, qui est extrêmement vigilant, évidemment, sur les aspects de sécurité et de prévention. Euh, Parce que rappelons, oui, que l'assurance de la fédération couvre les risques sur les circuits homologués. Donc, si à un moment donné, il y a une entreprise qui vous demande de faire une démonstration, je ne sais pas, par exemple, sur le parking d'un centre commercial, il va peut-être falloir voir, hein, Amandine, les circonstances sur comment couvrir ce moment-là. Exactement. Donc, c'est pour ça, voilà, quand on sait qu'on va partir, par exemple, au moment de la négociation du contrat, hein, on voit un petit peu ce qu'on va vous demander en disant, ben voilà, nous, on est intéressé par une démonstration, on est intéressé par quelque chose. Effectivement, voir un petit peu, se poser les questions au niveau des assurances, ne serait-ce que pour baliser le terrain. Et puis, quand effectivement on devient professionnel et qu'on a une société, bien que ça ne soit pas obligatoire d'avoir ce qu'on appelle une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle, mais c'est quand même bien de se poser ces questions et puis de se dire, ben voilà, peut-être que c'est un bon investissement que de dépenser un peu d'argent dans une assurance si derrière ça vous permet de pratiquer en toute quiétude et en tout cas de vous poser moins de questions. Ok, merci Amandine. On va passer à une clause qui est assez méconnue, mais qui est passionnante, qui est la clause de comportement. C'est-à-dire que, alors du coup, c'est quelque chose d'assez flou, mais si je comprends bien, l'idée c'est de dire, bah voilà, dans le contrat, je te demande de ne pas de te comporter correctement, ou en tout cas en respectant les consignes que je vais te donner, ou je sais pas, la bonne morale, ou qu'est-ce qu'il y a derrière cette clause de comportement? Alors, cette clause de comportement, on peut la regarder côté sportif, mais on peut la regarder côté entreprise. C'est-à-dire que généralement, les personnes de ce contrat vont essayer, s'efforcer, et c'est même l'objet, parce qu'on est censé être sur un rayonnement positif au travers d'une opération de communication. Donc, l'entreprise, comme le sportif, vont devoir avoir un comportement positif. Alors, on va regarder côté sportif. Effectivement, il va devoir observer un comportement en conformité avec les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que si on est sur des valeurs de partage, si on est sur des valeurs d'éducation, si on est tourné vers la jeunesse, etc., évidemment, on s'attend à avoir un comportement qui soit compatible, en tout cas qui réponde à des valeurs. Donc, on peut demander aux sportifs d'avoir une attitude positive, aussi bien dans sa pratique sportive, mais aussi à côté. Ah, C'est voilà, le cas aussi qu'on peut rencontrer. On a un cas très récent pardon, de jurisprudence, notamment d'un cycliste qui s'est vu remercié par un sponsor pour la simple et bonne raison qu'il s'est dopé. Donc le dopage, évidemment, envoie un signal extrêmement négatif et évidemment, l'association ou la société qui a décidé d'accompagner ce sportif n'a pas forcément envie d'avoir une association d'image avec cet individu. Donc alors évidemment, tu, on ne peut pas donner tort à l'entreprise, en tout cas, de rompre les relations avec un sportif en raison de ce comportement. Alors là, tu nous parles de donc il s'est dopé, donc là c'était enfin du coup ça concerne le cadre de sa pratique sportive, mais ça s'arrête où? C'est-à-dire qu'on peut effectivement demander à un sportif de se comporter correctement à la sortie du podium, pendant la course, etc. Mais alors aujourd'hui, et on le sait bien, avec l'essor des réseaux sociaux, tous les instants même de notre vie privée parfois sont traqués. À quel endroit ça s'arrête cette clause de comportement? Ben, finalement, elle s'arrête une fois qu'on a malheureusement subi un peu les pots cassés. C'est-à-dire qu'évidemment, on doit avoir un comportement exemplaire quand on est en plein dans sa pratique. Ça semble tout à fait louable. Mais pour autant, ça veut dire que son personnage public, avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, c'est un peu un personnage de tous les jours finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un téléphone portable à proximité, une photo, une vidéo peut être prise. Et évidemment, cela peut avoir une incidence sur le sponsor. Ça peut avoir une incidence sur votre notoriété, sur votre image. Et évidemment, ça peut donner envie ou faire passer l'envie à un sponsor de vous accompagner, puisqu'évidemment, j'ai le cas, par exemple, de Griezmann, qui avait imité l'accent japonais auprès d'un technicien Nintendo, pour pas citer la marque. Et évidemment, cela avait conduit à des grandes difficultés contractuelles avec ce partenaire, avec bien évidemment l'aura de la mentalité japonaise où l'honneur est très important. Et cette simple blague, parce que j'ose espérer qu'il ne savait pas qu'il était filmé, et Oui, ça c'est aurait pu ça. être voilà, dans une sphère privée avec des copains, alors oui, c'est un humour potache, oui, c'est un peu déplacé, mais en tout cas, ça n'aurait pas dépassé l'enceinte de cette salle.
Pour autant, quelqu'un a eu la bonne idée de filmer et malheureusement, là, on voit les conséquences que ça peut avoir et bien évidemment, ça peut aller extrêmement loin. Donc, la frontière, elle est devenue très ténue, très compliquée parce qu'on peut être filmé à son insu aussi. Et effectivement, on en parlait avec des sportifs un peu plus expérimentés, plus âgés, qui étaient particulièrement sanguins ou qui avaient un caractère un peu particulier et qui disaient à l'époque, on pouvait avoir le verbe haut à l'issue d'une épreuve et vraiment avoir presque un comportement déplacé. Pour autant, ça sortait dans le journal du lendemain. Le journal du lendemain, il partait à la poubelle le surlendemain et plus personne n'entendait parler, mais ça ne laissait pas de traces. Aujourd'hui, on est dans une logique digitale où le droit à l'oubli est difficile à mettre en œuvre et malheureusement, un tel comportement, même s'il part d'une bonne intention, même s'il n'y avait vraiment pas de malveillance en ayant une parole malheureuse, parce qu'on peut aussi couper le contexte d'une phrase, la dénaturer, etc., etc. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas non plus être rentré dans une paranoïa de chaque instant, mais pour autant, et encore plus quand on est dans son rôle de sportif, être très mesuré parce qu'une parole malheureuse, elle peut avoir vraiment des conséquences parce qu'on vient d'enlever le casque, parce qu'on est déçu, parce qu'un tel a eu un mauvais geste. Et là, on doit faire un effort particulier pour se contenir. Et là, j'en appelle Anina, notamment préparatrice mentale, parce qu'effectivement, ça fait partie du travail des sportifs aussi, c'est de savoir se maîtriser et d'avoir un mental qui permet d'absorber, en tout cas, des comportements ou des attitudes ou des événements assez difficiles tout en gardant une attitude sportive et professionnelle. Parce que malheureusement, aujourd'hui, même un jeune pilote, même s'il est mineur, un geste malheureux va pouvoir rester sur la toile et ça va être extrêmement compliqué de nettoyer sa e-réputation, comme on l'appelle aujourd'hui. D'accord, merci. Merci Amandine. Alors, on a une question de Johan, hein, il me semble, est étudiant en Master 2 à Dijon, qui demande, peut-on assortir cette clause de comportement, d'une obligation de résultat? Alors, ça me semble un peu compliqué. Par exemple, les obligations de Qu'est-ce que résultat. c'est une obligation de résultat d'abord, Amandine? Alors, déjà, voilà, on va partir de la base, effectivement, parce que quand on parle entre juristes, c'est évident, mais Voilà. ça l'est un peu moins. Donc, on a dans les contrats, pour schématiser, on a généralement deux types d'obligations. Ce qu'on appelle les obligations de résultat et une obligation de moyens. Pour vous donner un exemple, je prends un billet de train pour me rendre à Marseille. J'ai la SNCF a vis-à-vis de moi une obligation de résultat, c'est-à-dire de m'amener à Marseille par le biais du train. Bon gré mal gré, les retards, pas les retards, c'est un autre débat, mais en tout cas, cette obligation, c'est l'objectif fini. Une obligation de moyens, comme le nom l'indique, c'est une obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour tendre vers un objectif. Donc ça, effectivement, on peut se poser la question de dire, est-ce que le comportement, finalement, ça peut être une obligation de résultat ou une obligation de moyens? À mon sens, par le prisme en fait des réseaux sociaux, ça peut être extrêmement compliqué d'être sur une obligation de résultat. Pourquoi? Alors, peut-être qu'on peut le faire quand on est dans l'enceinte d'un stade, parce qu'on est dans un temps précis, mesuré, quantifié et qui va être délimité. Pour autant, une clause de comportement applicable H24 me paraît complètement inenvisageable sur de l'obligation de résultat. Par contre, on va faire son maximum pour effectivement avoir un comportement compatible, en tout cas, avec notre personnage sportif, notre image sportive. Alors là, moi, c'est pas comme ça que j'avais pas entendu la question de d'un point de vue technique, mais j'imagine que c'est comme ça qu'il fallait y répondre. Moi, j'avais imaginé, et parce que peut-être que c'est comme ça aussi que les d'autres auditeurs l'ont imaginé, mais c'est l'obligation de résultat. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un sponsor dise, bah oui, moi, je veux bien te donner te donner des choses, des financements, mais par contre, ça, c'est conditionné au résultat. C'est-à-dire, OK, mais si tu fais premier, deuxième ou troisième, si tu fais podium, top 10, etc., etc. Alors, Ça, c'est pas ce que j'imaginais comme obligation de résultat. Alors effectivement, alors, ça fait écho d'ailleurs à la question de David qui est juste avant et je vais traiter simultanément. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer, en tout cas, qu'un sponsor, évidemment, espère que son sportif s'illustre face à un podium parce que ça va lui offrir effectivement une couverture médiatique bien plus importante que quelqu'un qui va pas forcément s'illustrer et qui sera pas aux avant-postes. Donc évidemment, on peut, pourquoi pas, indexer par rapport aux résultats en disant, voilà, pour un peu aussi stimuler son sportif, on peut très bien dire, moi, si tu gagnes, que tu es en première place, en deuxième, en troisième, etc., et faire évidemment du dégressif, en tout cas, pour stimuler, on peut prévoir des primes. C'est-à-dire dire, voilà, moi, je t'aide pas, c'est-à-dire en début de saison, je te laisse venir. Par contre, si à la fin de l'année, tu as des titres,
tu as du résultat. Là, par contre, je débloquerai ce qu'on appelle un price money, c'est-à-dire une prime au résultat, comme le nom l'indique. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, ça va stimuler le sportif. Beaucoup le font, d'ailleurs, pour justement dire, bah, écoute, plutôt que de te donner de l'argent en début d'année et après que tu t'endormes un petit peu sur tes lauriers, bah, pour te stimuler, tout se débloquera à la fin de l'année pour que justement tu donnes ton maximum. Et alors, bon, alors généralement, on a quand même un fixe qui est quand même à la signature parce que c'est plus sécurisant. Mais pour autant, Et puis c'est là où le sponsor a aussi quelque part une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il donne des moyens pour que enfin, d'une certaine façon, il contribue aux moyens pour que le sportif puisse donner le meilleur. exactement. Et par contre, pour donner voilà, vraiment la distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat pour un sportif, l'obligation de moyens, ben, c'est évidemment de mettre tous les moyens en œuvre pour tendre vers les meilleurs résultats. Par contre, son obligation de résultat, c'est-à-dire il a vraiment une obligation ferme où il n'y a pas d'interprétation possible, c'est l'obligation de participer à des événements. C'est-à-dire qu'on prévoit un calendrier, notamment dans les annexes. On va dire, voilà, on s'attend à ce que tu participes en championnat de France, en championnat du monde, dans telle catégorie ou dans telle discipline. Évidemment, le sportif a l'obligation d'y participer, sauf raison valable, juste motif. En tout cas, ça, pour le coup, on s'attend à ce que le sportif soit assez sérieux pour pouvoir s'inscrire et qu'il n'y ait pas de difficulté à participer à des compétitions. Très bien. Clause du comportement, très bien, je pense qu'on a bien compris. Donc là, il y a une autre clause qui va de soi, mais enfin, qui semble aller de soi quand on la lit, mais finalement, il faut la mentionner quand même. C'est la clause de maintien d'une forme physique. Donc, il faut que le sportif prenne soin de lui et fasse en sorte qu'il reste en forme. Tout à fait, parce que souvent, quand on signe un contrat, c'est qu'on reconnaît des qualités sportives à un athlète, que ça soit sa rigueur. Alors, c'est encore plus vrai pour un sportif individuel, pour la simple et bonne raison que lui est isolé dans sa manière de pratiquer son sport. Alors, on peut faire partie effectivement d'un motoclub, c'est la plupart du temps le cas, puisqu'on a une licence et évidemment, on est raffilié à une association qui est membre d'une fédération. Pour autant, il y a une vraie autonomie. Et quand le sponsor est séduit par le profil d'un sportif, parce qu'il lui reconnaît des compétences athlétiques, évidemment, la moindre des choses, c'est de maintenir en tout cas cette rigueur sportive, cette condition physique. Alors, attention, il ne faut pas non plus qu'il y ait de dérive, il ne faut pas non plus exiger un poids et rentrer dans de la discrimination physique, parce qu'on n'est pas dans du mannequinat, on est dans du sport. On a pu voir des athlètes, notamment en enduro, un pilote auquel je pense, qui a pris des dizaines de kilos, pour autant, il était toujours performant. Donc, sa condition physique, finalement, elle était assez linéaire, il était toujours aussi bon, les chronos étaient toujours là. Pour autant, son allure physique avait changé, sans que quiconque puisse lui reprocher. Puisque là, pour le coup, on serait rentré vraiment dans une discrimination. D'accord, très bien, merci. Alors ensuite, on a une clause aussi qui est importante, hein, c'est la clause de concurrence. Euh, qu'est-ce que ça englobe et comment ça se définit, cette clause de concurrence ou de De non-concurrence, je ne sais non-concurrence, pas. tout à fait. C'est la clause de non-concurrence ou la clause d'exclusivité. C'est qu'évidemment, le sponsor qui va vous accompagner, c'est une demande légitime. Et si elle ne l'est pas et qu'elle n'est pas prévue dans le contrat, généralement, on le fait par correction, tout simplement. Vous avez un sponsor qui travaille dans le bâtiment, vous avez quelqu'un qui travaille dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier. Évidemment, ça va être un peu compliqué d'afficher, je donne deux exemples, Orpi et Foncia sur la moto, qui sont deux concurrents dans le même secteur d'activité. Donc évidemment, on va peut-être discuter avec les deux. Tant qu'on n'a pas signé de contrat, on n'a pas d'obligation. Pour autant, une fois qu'on se sera engagé avec une entreprise, et généralement, ne vous inquiétez pas, il prévoit ça dans les contrats, on va éviter de le faire rentrer en concurrence avec un concurrent direct dans son secteur d'activité. Faut être un peu vigilant sur ce type de clause. Pourquoi? Parce qu'il arrive aussi qu'on ait en sponsor des entreprises qui ont beaucoup d'activités différentes. Je ne donnerai pas le nom, mais voilà, on a des grands groupes en tout cas qui ont plein d'activités différentes. Et ben peut-être que pas tout sera concerné parce que sinon ils vont vous bloquer dans vos démarches de sponsor et ils vont dire ben nous voilà on est plus sur le secteur on va dire informatique, on va plus être sur le conseil ressources humaines, mais par contre on va laisser tomber le volet technologique, on va laisser tomber telle ou telle partie. Donc va falloir un peu répartir un petit peu quand on a un grand groupe type LVMH qui a plein de sociétés à l'intérieur de ce groupe. Évidemment, on ne va pas dire que toutes les activités du groupe doivent être exclusives dans ce contrat et qu'on va fermer la porte à tout concurrent de ce groupe.
parce qu'évidemment, ça va être très problématique pour le sportif d'aller démarcher d'autres entreprises. Donc, il va falloir un peu cibler quand on parle à des sociétés qui sont des groupes de sociétés. Quand on parle à notre boulanger, bon, généralement, on n'a pas trop de difficultés, mais pour autant, il appréciera d'être mis en avant et d'avoir une sorte d'exclusivité vis-à-vis de vous. Donc, voilà, il faut être vigilant sur ce point-là pour bien déterminer les contours, en tout cas, de cette exclusivité, de cette non-concurrence. Attention, on peut l'avoir aussi au travers de l'affichage des logos sur les tenues ou sur les motos. Ça peut être aussi l'interdiction de participer à un événement qui est sponsorisé par un concurrent. C'est ce qu'on appelle le naming. Et effectivement, si aujourd'hui, voilà, j'ai une compagnie d'assurance qui me suit en tant que pilote et me sponsorise, évidemment, si une compagnie a créé un événement éponyme ou vraiment dans le nom de l'événement, on a ce concurrent, on sera quand même bien inspiré de demander à notre sponsor si on peut ou pas y participer. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut discuter. Ça peut être aussi un beau pied de nez que de participer avec un non-concurrent. Et en tout cas, ça peut aussi froisser notre co-contractant. Donc, il faut poser ces questions-là au moment du contrat. Très bien. Merci Amandine. Je rappelle, il est 20h15, on a commencé un petit peu en retard. Donc, on va peut-être passer un petit peu plus de temps après 20h30. Il est censé nous rester un quart d'heure. On va voir s'il y a des questions qui commencent à venir. Il y a quand même, donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions pour qu'on puisse y répondre juste après en utilisant le petit panneau Q et R. Et Amandine et moi les voyons arriver et on prépare la réponse du mieux qu'on peut. Donc, parmi les clauses, on a parlé, on a parlé des principales, en tout cas des celles qui sont les plus importantes, en tout cas de mon point de vue, mais il y a aussi quand même, et ça c'est important, la résolution du différend et puis la rupture de contrat, comment ça s'arrête, en cas de problème, comment on le traite. En gros, c'est ça, hein. En cas de problème, comment on le traite, et puis le contrat, quand est-ce qu'il s'arrête et est-ce qu'il peut se renouveler Exactement. Alors, rapidement. souvent, et c'est à ça que d'ailleurs servent les contrats, même si dans l'imaginaire collectif, on dit ah, mais un contrat, c'est contraignant, une poignée de main, quand on n'a qu'une parole, il n'y a pas de souci. Pour autant, quand on a beaucoup, voilà, quand il y a des enjeux financiers et c'est vraiment ce que je souhaite à tous nos pilotes et à tout sportif, c'est vraiment pouvoir vivre de sa carrière. Et évidemment, quand il y a des enjeux financiers importants, on va quand même être assez vigilant sur la manière dont on va traiter des difficultés parce que on va pas renverser la table à la moindre contrariété, à la moindre difficulté. Une difficulté côté sportif, c'est quoi? C'est par exemple des engagements de notre sponsor à nous donner une somme d'argent. On a un calendrier, on a ce qu'on appelle un échéancier, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas avoir la somme immédiate en intégralité dès la signature, on va peut-être avoir différentes dates. Et peut-être qu'à un moment, on va avoir un loupé. C'est-à-dire qu'au 2 mai, on aurait dû avoir un paiement. Ce paiement n'arrive pas. Le contrat va pouvoir nous donner guidelines, un mode d'emploi pour signaler déjà qu'il y a une irrégularité et éviter, voilà, peut-être que le torchon brûle avec son sponsor, alors que ça peut être qu'un simple oubli. Ça peut aussi arriver. Donc, généralement, ces clauses-là prévoient, par exemple, qu'en cas de manquement, parce que c'est une obligation contractuelle à laquelle le sponsor a failli. Donc, on va signaler le manquement qui a été déploré par le sportif. Et dans ce cas-là, on peut nous dire, dans cette clause, ça peut être un courriel à telle adresse, ça peut être un courrier de mise en demeure en disant, voilà, on rappelle le contrat en disant, voilà, on avait une obligation de paiement à telle date, force est de constater qu'elle n'est pas intervenue. Qu'en est-il? Parce qu'avant même d'envisager une rupture du contrat, on va toujours essayer de trouver une solution. La loi l'oblige, mais le bon sens aussi. Donc évidemment, on va poser la question, ça sera un premier échange. Peut-être que le sponsor éprouve une difficulté quelconque sur le plan financier, peut-être qu'il va vous demander un report, peut-être que c'est un oubli. En tout cas, on va établir un dialogue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça peut être aussi le cas côté entreprise en disant, voilà, on a remarqué qu'il s'est passé ceci, cela. On a vu que tu n'avais pas participé à tel événement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, etc. Et donc là, on va vraiment être dans une logique de discussion où on va peut-être avoir un canal de communication déterminé par le contrat. Est-ce qu'on discute? Avec qui on discute dans le mail? Comment on va discuter, etc., etc. Donc ça va être important de savoir comment engager la discussion
parce qu'il ne s'agit pas de décrocher le téléphone et de dire tout et n'importe quoi. Il faut laisser des traces écrites pour qu'on comprenne un petit peu et qu'on ait un fil conducteur sur la manière dont on exécute ses obligations. Donc effectivement, grosse vigilance. Moi, c'est une clause en tout cas dans laquelle j'apporte beaucoup d'attention parce que par exemple, si j'ai un problème de paiement, ben, je vais le signaler et je vais laisser un délai. C'est-à-dire que pendant 30 jours, on va pouvoir me répondre. Si j'ai pas de réponse, soit pas satisfaisante, soit pas de réponse tout court, en faisant vraiment la sourde oreille à mes demandes, ben dans ce cas-là, passer ce délai, je vais pouvoir sortir du contrat parce qu'il n'est pas question que j'accomplisse mes obligations si en face, quelqu'un ne les accomplit pas. Alors là, on est effectivement dans des moments, pour avoir la paix, préparons la guerre. Donc il faut bien savoir comment on fait quand ça fonctionne pas. Moi, j'ai j'ai une petite question parce que dans le monde du sport, c'est souvent c'est des petits mondes, hein. Et il y a la question du contrat qui est signé, mais parfois on n'ose pas finalement aller essayer de se défendre parce qu'il y a une question de réputation ou parce qu'on peut subir des pressions ou parce que voilà, on se dit ok, c'est vrai, il y a un contrat qui a été signé, d'accord, il m'a pas payé, mais en même temps, si je l'ouvre trop entre guillemets, peut-être que ça va me porter préjudice. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Alors, effectivement, il faut pas partir, et effectivement, je te rejoins complètement, et c'est la réalité. Un sportif qui est procédurier, c'est un sportif qui va pas attirer des sponsors parce qu'on va dire, oh là là, celui-là, on le connaît, il est compliqué, il est trop carré, il est procédurier. Donc, le nom l'indique, c'est-à-dire qu'il va intenter des procédures peut-être judiciaires, un peu à bout pour le point, avec vraiment une certaine véhémence au moindre écueil. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut s'écraser, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, si le contrat n'est pas bien respecté, on a ce qu'on appelle une rupture à ses risques et périls. C'est-à-dire qu'en face de soi, on a un comportement qui est tellement grave, tellement irrespectueux, on va peut-être pas forcément aller au tribunal parce qu'effectivement, on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de débat, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, il y a un aléa juridique, et ça peut aussi apporter une image négative aux sportifs. Il faut être aussi pragmatique sur ce point. Pour autant, on va envoyer un courrier. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais en tant que conseil. Envoyer un courrier en expliquant, voilà, j'ai essayé de vous interpeller sur tel manquement, on avait convenu telle et telle chose, vous m'avez fait patienter, vous m'avez pas répondu, ou la chose s'est renouvelée, etc. Donc moi, j'ai prouvé ma bonne foi. Donc maintenant, on arrête les frais. Donc j'estime en tout cas que je serai libérée de mes obligations à telle date. Donc en étant quand même correct. Et généralement, c'est un courrier qui n'arrive pas en premier jet, c'est un courrier qui arrive après plusieurs échanges où malheureusement, on voit que la situation, elle s'enlise, et on laisse toujours, dans les premiers temps, la porte ouverte en disant, voilà, j'ai constaté ça, qu'en est-il, quelle est votre position là-dessus, pouvez-vous m'éclairer? Et au bout d'un moment, si on voit qu'en face de soi, ben, on a quelqu'un qui n'est pas correct, on ne doit pas se sentir tenu. Mais par contre, à un moment, il faut assumer sa posture aussi. Et puis, il ne faut pas non plus rentrer dans la politique de l'autruche en disant, ah ben finalement, alors je vais prêter le flanc, je vais aller à la concurrence, et je vais peut-être aller signer un sponsoring avec un concurrent et me mettre en difficulté et en porte-à-faux en ne respectant pas moi-même mes obligations. Donc, avant d'aller partir vers la concurrence, je vais déjà prendre le soin de casser mon contrat, en sortir proprement avec des motifs qui seront imparables, de façon à ce que moi, dans ma posture, je sois toujours bien dans mes bottes, en disant, ben voilà, je sais que moi, j'ai respecté mes engagements, j'ai fait mon maximum pour que vous respectiez les vôtres. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, je tourne les talons, mais en tout cas, je suis irréprochable. Très bien. Merci pour ce conseil transversal. Merci Amandine. Alors un contrat, on a vu, il peut y avoir des problèmes de différents, mais aussi un contrat, ça se termine. Il y a forcément à un moment donné, comme tu le disais, c'est très rare les contrats à durée indéterminée, donc la plupart des contrats sont à durée déterminée. Comment ça se termine? Est-ce que ça peut être renouvelé de façon automatique? Oui, alors tout à fait, hein, quand une relation se passe bien, souvent on n'a pas envie de partir sur un nouveau contrat, donc par facilité aussi, on se dit, ah bah tiens, les conditions nous conviennent parfaitement, on va rester sur la même mouture que cette année et on va simplement étendre le même contrat à une même durée successive. C'est-à-dire que si personne ne fait rien et qu'on a ce qu'on appelle une formulation que tout le monde connaît, c'est la reconduction tacite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où personne ne dénonce le contrat et dit, ben voilà, avant la date anniversaire, un peu comme ce qu'on peut connaître au travers de nos abonnements, que ce soit téléphonique, télévisé, etc. Si vous n'arrêtez pas avant une telle date, ben, c'est que vous êtes content de l'offre et finalement, ça se renouvelle automatiquement. Ben là, on est un peu dans ce même cas de figure. Alors attention, côté sponsor comme côté sportif, si vous avez eu des très belles performances pendant l'année, ça peut être intéressant de dénoncer le contrat
pas pour arrêter la relation, mais pour le renégocier. C'est-à-dire, moi, je suis très satisfait. Par contre, je vous ai offert une médiatisation. Alors, ça fait un peu écho à la question de David. À un moment, on s'est posé la question de dire, ben voilà, j'ai été champion aux 24 heures du Mans. Je vous ai offert de la médiatisation. Alors, si on a quelqu'un un peu capé, un peu cérébré, on peut aller plus loin en disant j'ai collecté les images, j'ai tant de secondes à la télévision, j'ai eu tant de secondes sur une chaîne nationale avec tant d'audimat. Donc au bout d'un moment, on peut calculer par seconde de présence en disant ben voilà, financièrement, ben aujourd'hui je vous ai offert cette publicité si vous aviez dû payer une publicité en prime time sur une chaîne, une grande chaîne nationale. Donc ça peut être intéressant de dire ben voilà, la relation continue, pour autant, elle ne va pas continuer dans les mêmes conditions. On va renégocier. Donc ça peut être intéressant. Et la rupture du contrat, effectivement, et son renouvellement, ça peut être intéressant aussi de savoir tout simplement qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on prévoit ce qu'on appelle des obligations enfin, en tout cas pour ma part, j'essaye de le prévoir, ce qu'on appelle des obligations de discussion. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prévoir une fenêtre de tir. Alors, ça peut être le mois de juin, ça peut être le mois de septembre. Tout dépend un petit peu quand les entreprises votent les budgets qu'ils veulent allouer à la communication. On va se mettre autour d'une table et simplement, chacun va prendre une position en disant, voilà, est-ce qu'on continue l'année prochaine? Est-ce que vous avez été content de moi? Parce que ça peut être aussi un retour d'expérience. Ça peut être toujours intéressant d'avoir cette discussion avec son sponsor. Et aussi, ça nous permet de budgétiser en disant, ben voilà, cette année, j'ai pu compter sur ce sponsor-là. Là, il m'annonce clairement que l'année prochaine, pour plein de raisons, ben, il ne va pas pouvoir continuer à me suivre. Mais moi, je sais que je vais pouvoir discuter avec des concurrents. Attention pour autant, on est toujours dans l'exécution du contrat. Un pilote en MotoGP s'est fait avoir il y a quelques années. On a souvent l'impression qu'au lendemain de la dernière course du championnat, bon, on est libéré de ses obligations. Attention, ce n'est pas souvent le cas, surtout quand on a un titre. Ben, le sponsor, ce qu'il a envie de faire, c'est qu'il sait que vous êtes au repos, entre guillemets, vous êtes dans la trêve hivernale, et ben, il va peut-être vouloir, entre guillemets, utiliser votre image, vous faire venir à l'entreprise, vous convier à des événements. Et un certain pilote, en tout cas, a oublié que son contrat se terminait sur une fin d'année civile au lieu de se terminer au lendemain d'une course. Et il est allé voir la concurrence un peu trop vite. Et puis, il s'est affiché un peu trop vite aussi. Et on l'a gentiment rappelé qu'il était toujours sur l'exécution de son ancien contrat et il a été sanctionné financièrement. En plus, on est vraiment dans des hautes sphères. Donc, vous voyez, ce n'est pas que des comportements, on va dire, de sportifs amateurs. Ça peut être des comportements de sportifs en championnat du monde MotoGP. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, il faut bien noter, quitte à le noter à l'agenda d'ailleurs, les dates, les durées de contrat et les manières dont on en sort pour justement anticiper la saison prochaine. Puisqu'on sait qu'il faut budgétiser, ce sont des sports dispendieux que les sports mécaniques. Donc voilà, si on peut savoir où on met les pieds, budgétiser, savoir sur qui on va compter et si on peut aller discuter avec d'autres, plus tôt on le sait dans la saison et mieux on se porte. Très bien. Merci Amandine, on tient super bien le timing, c'est parfait, je te remercie. Donc je rappelle que là on a fait le tour, enfin on s'est vraiment focalisé sur la notion du contrat. Alors évidemment tout le monde aurait toujours plein de questions, moi je vais en poser quelques-unes. Je demande aux personnes qui sont là si toutes les questions qu'ils ont qui concernent les contrats ou pas maintenant, qui concernent l'ensemble des problématiques de droit liées aux sportifs, allez-y, posez-les via le petit onglet Q et R pour que je puisse les voir et les reposer à Amandine. On a quand même aussi Johan, un étudiant à Dijon, Master 2, qui posait une autre question tout à l'heure, qui disait, est-ce qu'il est possible, alors là, c'est un peu, enfin, c'est technique, mais est-ce qu'il est possible pour une entreprise qui souhaite soutenir un athlète que l'entreprise fasse un don en mécénat à l'association auquel appartient le sportif et qu'ensuite l'association reverse cette somme au sportif? Alors, ça peut arriver et effectivement, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la Fondation du sport français, c'est ce qu'on appelle les pactes de performance. Alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous en parle pas, ce n'est pas éligible au niveau des sports mécaniques, mais par contre, c'est éligible sur d'autres sports, notamment en athlétisme, en natation. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte que le mécénat, effectivement, écartait le sportif individuel et encore plus le sportif professionnel. Il y a une fondation du sport français qui s'est créée, qui permet de candidater, de poser un dossier, et effectivement, elle va abriter les dons du mécène et donc, il y aura un premier contrat de mécénat entre l'entreprise et la fondation. La fondation qui est une association reconnue d'utilité publique, donc pas de difficulté sur la possibilité de faire un mécénat. Et ensuite, il y aura une convention entre la fondation et l'athlète qui va effectivement reverser.
Pour autant, il n'y a pas de lien direct entre l'entreprise et le sportif, puisque c'est la fondation qui va servir, entre guillemets, de pivot pour mettre en place ce mécénat et va aussi sécuriser la relation. Donc, c'est un bon moyen, entre guillemets, de pouvoir avoir l'utilisation du mécénat en étant sportif individuel. Pour autant, une association classique va avoir du mal à remplir tous les critères. C'est possible, hein, on peut être reconnu d'utilité publique, mais voilà, il y a beaucoup de critères et ça serait un webinaire à part entière que de traiter du mécénat parce que je sais qu'il y a un vrai engouement sur cette question-là. Je vous renvoie aussi à un article que j'avais rédigé à l'époque sur le site internet du cabinet dont le titre était voilà, le mécénat n'est pas du sponsoring. Donc, ça rappelle, et je rentre un petit peu plus dans le détail d'ailleurs de ce que pense l'administration fiscale, hein, des critères qu'elle pose de façon très concrète en disant attention, des fois on part sur un mécénat, je vous donne un exemple vraiment qui a été donné par l'administration fiscale dans le BOPI, donc dans le bulletin officiel. Et là-dessus, on nous dit par exemple, un mécène qui va soutenir un club en petite division, ben, on est sur du mécénat, pas de difficulté, on est sur un club, on est vraiment dans de l'associatif, il y a plusieurs joueurs, donc on n'est pas sur un cercle restreint d'individus. Il a un petit nom sur une pancarte, mais pas plus, quoi, hein. Il n'y a pas de retour média parce qu'on est vraiment sur un petit club. Mais il se trouve que pendant l'année, ce club va monter en championnat de France et puis va accueillir la finale et puis il va accueillir la télévision française donc, et avoir une retransmission. Et bien malheureusement, si le mécène à ce moment-là n'enlève pas son nom des pancartes parce qu'il est dans le champ de la caméra, on va être sur du sponsoring. Alors qu'au début, quand on va partir sur cette idée, on est sur du désintéressement et on n'a pas vu que ça pouvait dériver en sponsoring. Pour autant, c'est pour ça qu'on est vigilant sur la manière dont on exécute les contrats, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu avoir le réflexe de se dire j'enlève mon nom parce que là, je vais avoir une contrepartie et donc je ne suis plus dans cette logique de désintéressement, c'est-à-dire de donner sans rien attendre en retour ou en tout cas attendre un retour complètement déconnecté et disproportionné avec l'argent que j'ai pu donner à ce club. Donc attention, ça je vous dis vraiment, le mécénat, c'est vraiment un système extrêmement dangereux où il faut vraiment être dans les clous parce que sinon on retombe sur le sponsoring. Donc par tranquillité d'esprit, si vous avez le moindre doute, partez sur le sponsoring, c'est ce qui sera le plus sécurisant. Ok, merci Amandine. On va repartir sur des choses moins techniques, plus générales pendant les 10-15 minutes qui nous restent. Moi, parce qu'effectivement, il y a la question du contrat, mais aujourd'hui, toi, tu es une avocate et tu es sollicité par des sportifs. Aujourd'hui, les sportifs, en majorité, te sollicitent pour quelles problématiques aujourd'hui? Quels sont les problèmes que les sportifs rencontrent, du coup, pour être défendus ou représentés? Alors, il y a deux questions. C'est aujourd'hui en majorité. Et est-ce que tu as vu les choses évoluer au fur et à mesure des dernières années, voire peut-être des derniers mois, j'en sais rien, par rapport à la question de la visibilité, notamment les réseaux sociaux. Donc, il y a deux questions en une. Je suis désolé, j'espère que tu vas réussir à répondre à tout. Alors effectivement, moi je suis très sollicitée sur beaucoup sur le volet contractuel, hein. C'est vraiment la partie parce que souvent c'est la question de dire voilà, on m'a proposé ce contrat, je comprends pas bien, je me pose des questions. Ça, c'est la position entre guillemets la plus confortable parce qu'on est dans la possibilité de négocier, de discuter, d'essayer de comprendre ce qui va être mis en place. On est aussi, et ça, voilà, on va dire que c'est malheureusement le plus souvent comme ça que la relation démarre auprès des sportifs que j'accompagne après sur la durée. La première fois, c'est voilà, il m'est arrivé ça, j'ai signé un contrat, finalement je me suis fait avoir. Moi j'ai fait ma part du contrat, c'est un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'ai assuré une communication, j'ai assuré une visibilité, et puis en cours d'année, au début ça démarre toujours très bien, et malheureusement en cours d'année je me rends compte ben, l'argent qui était dû, on me le donne pas, etc. Ça c'est on va dire la problématique première, c'est-à-dire une mauvaise exécution du contrat, une inexécution du contrat, des manquements, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, le sportif se trouve un peu démuni. Il a ce souci aussi de dire, bah, tiens, j'ai pas envie de faire trop de bruit parce que j'ai pas envie de salir mon image alors que je suis victime en réalité. Et pour autant, j'ai envie de réagir, mais j'ai envie de le faire intelligemment. Donc c'est vrai que c'est bien de se déporter sur un avocat parce que du coup, c'est plus la même personne, c'est pas la même casquette. Moi, j'ai un secret professionnel qui me permet aussi d'être le confident, hein, la confidente de mes clients. Donc, tout ce qui m'est raconté au cabinet, il n'est pas relayé ensuite dans la presse ou auprès de qui que ce soit. Et évidemment, quand je fais un courrier, il est validé auprès de mon client et je suis dans un cadre. Pour autant, quand on voit un courrier d'avocat, peu importe le contenu, on se dit ah, le ton est en train de se durcir, on va peut-être prendre les choses au sérieux. Peut-être que pendant des semaines, on n'a pas répondu à ce sportif parce qu'on le prenait un petit peu à la légère. Là, aujourd'hui, s'il a pris un avocat, c'est qu'a priori,
il va peut-être pas démordre de sa posture. Donc ça, c'est un peu la première approche que peuvent avoir les clients. Il y a quelque chose que je déplore et la Rocco va me le confirmer parce qu'effectivement, c'est au travers du DU gestion de carrière sportive de haut niveau que j'ai pu aussi le constater. Je déplore beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux liés Ah oui. notamment aux paris en ligne. Les paris en ligne, alors que ce soit au travers du DU, mais au travers aussi des athlètes avec qui je travaille, beaucoup de pression, beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces. Mais Euh, explique-tout pourquoi, enfin, du coup, alors, c'est tout simple. c'est quoi la mécanique, c'est quoi la mécanique des insultes? Pourquoi est-ce qu'on insulte plus sur les sites de paris en ligne? Alors, parce qu'il y a ce côté anonymat un petit peu faussement présenté Mais qui insulte qui? Alors, les sportifs subissent en tout cas des insultes, des menaces, du harcèlement de la part de Ah, parieurs déçus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a instauré, alors à l'époque c'était l'Argel, voilà une autorité qui permet à des opérateurs de proposer de faire des paris en ligne sur des événements sportifs. Jusque-là, pas de grandes difficultés. Par contre, cette possibilité doublée avec la possibilité de communiquer en direct avec des athlètes qui sont présents sur des réseaux sociaux, ça a donné un florilège. Alors, Gaël, mon fils, d'ailleurs, avait dénoncé les faits, mais beaucoup d'autres ont suivi. C'est-à-dire qu'au lendemain d'une rencontre, alors non seulement vous avez la déception d'avoir vous-même pas forcément performé sur un événement, et en plus vous avez un florilège d'insultes ou de menaces qui découlent sur les réseaux sociaux de parfaits inconnus en disant mais tu m'as fait perdre de l'argent, tu sais pas jouer, tu sais pas performer, etc., etc. Donc c'est vrai que malheureusement on a ce type de comportements qui sont difficiles à comprendre, déjà à justifier, et pour autant, on peut que essayer d'encourager les sportifs à réagir parce que tant que personne n'introduit une procédure en disant voilà, là j'ai reçu une quarantaine de menaces, je vais aller voir la gendarmerie et on va aller chercher les adresses IP de chaque personne pour aller les identifier et les confronter à leurs responsabilités, ben, tout le monde aura l'impression d'être dans l'impunité parce que les sportifs veulent aussi se préserver et ne pas accorder trop d'attention à ce type de comportement. Et l'effet pervers, en tout cas, de cette politique un peu de l'autruche que je peux comprendre. Hein. Encore une fois, je ne juge pas, c'est pas mon métier. Je peux le comprendre, mais ça crée une impunité parce qu'effectivement, il y a cette espèce de défouloir qui s'est instauré sur les sportifs de haut niveau, encore plus sportifs individuels, mais je pense que Sportco, ils ont exactement la même difficulté, voilà, d'avoir cette dérive des réseaux sociaux où les personnes peuvent atteindre directement des sportifs, les solliciter en direct, les menacer, les insulter, etc. Donc il y a des dispositifs, la loi est du côté des personnes qui sont victimes, pour autant faut-il la mettre en œuvre et faut-il aussi que la plainte soit prise au sérieux et qu'elle aboutisse. Et on sait que malheureusement, la justice française est très longue dans son process. Donc, on peut avoir l'impression aussi de dire, bah, tiens, voilà, je me suis occupée de ce problème et j'ai l'impression que je n'ai pas une réponse à la hauteur de mes attentes. très bien. Merci Amandine, merci pour tes réponses précises de professionnels du droit. Donc, je rappelle, hein, Amandine Pasqualini, tu es premier avocat spécialisé dans le droit des sports mécaniques. Tu es investi depuis 6 ans, 7 ans maintenant auprès de l'Outsiders Academy, auprès d'Outsiders. Et puis, et c'est une ressource précieuse qu'on a grâce à toi. On arrive au terme de ce webinaire. J'ai une dernière question de David Soquet, qui nous vient de la République démocratique du Congo, qui demande, dans les contentieux qui peuvent survenir, quel mode de résolution vous trouverez beaucoup plus idéal pour le sportif qui peut être considéré comme partie faible dans le conflit? Y a-t-il un principe de faveur, comme dans le droit du travail classique? Alors, effectivement, on a la possibilité, surtout quand on est. Alors là, on va rentrer un peu dans du technique. Je suis désolée, on finira sur une note un peu technique. Rapidement, Amandine, si tu arrives à le faire. On a la possibilité effectivement d'avoir recours, et je pense que c'est un peu la question de David, à l'arbitrage. L'arbitrage qui est une justice privée qui offre de la confidentialité et qui préserve l'image du sportif. Donc effectivement, on a notamment la chambre d'arbitrage de ce qu'on appelle le CNOSF, donc le Comité national olympique du sport français, qui peut permettre effectivement de régler des conflits dans un cocon sportif avec une certaine, et surtout c'est la confidentialité hein, qui est vraiment le point d'orgue, et la rapidité des décisions qui peuvent être prises par des arbitres. Donc, on sort du système judiciaire, on va dire, classique. Le côté partie faible, oui et non.
Quand on s'appelle Ronaldo ou Messi, est-ce qu'on est vraiment une partie faite dans un contrat? Tout dépendra de la nature de la relation. En tout cas, c'est pris en compte dans n'importe quel contentieux, dans n'importe quel litige, qu'il y a forcément une personne qui peut être effectivement peut-être plus encline à plier face à un co-contractant. Voilà, c'est ce qu'on appelle la violence économique. C'est une notion intéressante qui a été créée par rapport à des dérives, notamment du secteur de la grande distribution. Donc, je suis désolée de finir sur cette note un peu technique. Voilà, Non, 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 mais c'est intéressant et je pense que c'est important qu'on montre qu'on peut répondre à tous nos auditeurs, qu'on a pris, on a pris le temps. Toutes les questions sont intéressantes. Si on avait eu d'autres questions, en l'occurrence, on n'en a pas eu beaucoup, mais je pense que c'est aussi le signe du fait qu'on a été relativement complet. Donc voilà, je rappelle que c'est la fin du coup de ce webinaire dédié droit et sport. Organisé par Outsiders. Vous pouvez nous retrouver sur www.outsiders-sports.com. On était avec Amandine Pasqualini, et du coup, je recommande, comme l'a fait Amandine, au moindre, quand vous avez des problèmes, même en tant que sportif, s'il y a des problèmes relatifs à votre contrat, le moindre doute, je pense que c'est important de faire appel à un avocat pour se faire représenter, pour se faire défendre. Amandine, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu es satisfaite de cette séance? Est-ce que tu as réussi à tout dire, même si c'était compliqué? Est-ce que tu as dit le plus important? Je ne serai jamais satisfaite de pouvoir tout dire parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. En tout cas, voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques éléments de réponse, quelques réflexes, parce que c'est important aussi de diffuser l'information. On a souvent l'impression que le droit, c'est un peu cette connaissance enfermée dans sa tour d'ivoire et inaccessible. Et voilà, j'essaye, en tout cas en étant enseignante, que ce soit à la fac ou au travers de l'Outsider Academy, de rendre cette matière accessible, compréhensible au plus grand nombre, et surtout voilà, que vous puissiez vous en saisir parce que c'est un outil qui peut qu'être positif en tout cas pour bâtir une carrière que je vous souhaite en tout cas riche, longue et couronnée de succès évidemment. Super, merci beaucoup. Merci Amandine. Je remercie encore une fois Marc Bourgeois aussi d'avoir été avec nous, Nina Veil qui était aussi avec nous, nos 5 lauréats. Je remercie nos partenaires, la Mutuelle des Motards et Yamaha Racing de leur fidélité. Je vous dis à bientôt et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube et sur notre site internet www.outsider-sport.com. Je vous souhaite une saison sportive des plus réussies pour les pilotes qui nous suivent. Pour les juristes, je vous souhaite bon courage. En tout cas, pour ceux qui ont la passion du droit, je pense que c'est juste du plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Au revoir à tous. Bonsoir.